Bonsoir à tous. C'est l'heure des règlements de compte au Parti socialiste. Manuel Valls a sorti le 49.3 pour faire adopter la loi travail, une procédure sans vote dénoncée par les frondeurs qui parlent d'un passage en force. L'opposition a déposé une motion de censure si elle a peu de chances d'être votée et d'aboutir à une démission du gouvernement. Ce quatrième recours au 49.3 a acté le divorce entre l'exécutif et la gauche du PS. Alison Tassin. Aujourd'hui, j'exprime et nous exprimons clairement une fronde contre la division. Il l'aura martelé à plusieurs reprises cet après-midi à l'Assemblée. Si Manuel Valls recourt au 49.3, c'est la faute de l'opposition, mais aussi et surtout celle des frondeurs. Cohérent, la conjonction des oppositions, y compris de ceux qui ne respectent pas les décisions très majoritaires de leur groupe, peuvent bloquer ce texte. Lui qui voulait encore, il y a 2 jours, construire une majorité de gauche sur le texte, qui a encore essayé de les convaincre ce matin à Matignon, s'agace. Dans l'hémicycle et ses couloirs, la rupture paraît consommée. La démocratie, ce serait on est pour, on est contre un texte, on le vote, on est des représentants de la nation, chacun prend ses responsabilités. Ce qui vient de se passer là, c'est pas la gauche du compromis, c'est la gauche du mépris. Je le regrette profondément. Des frondeurs qui disent réfléchir à la motion de censure, disposition dont se sont déjà saisis les députés républicains et UDI. La gauche de la gauche appelle à la censure du gouvernement. Face à ce coup de force, nous appelons tous les opposants de gauche à la dérive libérale de ce gouvernement à se réunir sur un texte qui sera une motion de censure de gauche. J'appelle tous ceux qui souhaitent que cette situation où le gouvernement ne peut plus gouverner et où la majorité n'est plus la majorité cesse à voter cette motion de censure de quelques bancs sur lesquels il siège. Manuel Valls utilise donc une 4e fois le 49.3 pour cet autre texte qu'il veut emblématique, mais la gronde semble cette fois encore plus importante. Et on va retrouver à l'Assemblée nationale Camilla Campusano avec Clémentine Beaude. L'ambiance était tendue, mais on s'attendait ici au 49.3. D'ailleurs, le texte, la motion de censure qui a été déposée par les Républicains était déjà écrit à l'avance, avant même que le 49.3 ne soit officiellement annoncé. Quelques frondeurs pourraient peut-être voter cette motion de censure, mais ce ne serait pas la voie privilégiée. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a déjà prévenu. Ce serait franchir une ligne synonyme d'exclusion. Donc, même sanction si une motion de censure de gauche est déposée. Il faudrait alors là 58 députés de gauche qui se mettent d'accord, ce qui signifie coordonner plusieurs couleurs politiques. L'hypothèse est donc peu probable. La thèse la plus probable, évidemment, ça reste la 3e option. Ce serait la rédaction d'un texte en interne au groupe, une manière de marquer le coup, malgré tout sans impact politique. La motion de censure a donc peu de chances de passer, peu de chances de destituer le gouvernement qui ressort affaibli aujourd'hui. Il a déjà utilisé le 49.3 pour la loi Macron. Ici, il s'agit de la 4e utilisation pour la loi El Khomri. Cela signifie que plusieurs centaines d'amendements passent à la trappe, mais cela signifie également un passage en force devant la colère de la rue. Se pose donc maintenant la question de la légitimité de la politique du gouvernement. Et conséquence du recours au 49.3, la colère des militants de Nuit debout qui dénoncent un déni de démocratie et une insulte au peuple. Regardez ces images en direct. Ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés devant l'Assemblée nationale. Face à eux, plusieurs camions de CRS qui leur bloquent l'accès au Palais Bourbon. Je vous rappelle que Nuit debout est né le 31 mars au soir d'une manifestation contre le projet de loi El Khomri. Le mouvement occupe chaque soir la place de la République à Paris. Et le syndicat Force ouvrière dénonce lui aussi un déni de démocratie et réclame un référendum sur le texte. Écoutez son secrétaire général Jean-Claude Mailly sur LCI. Le gouvernement, dans son projet de loi, veut imposer le référendum dans les entreprises. Donc c'est qu'il est pour le référendum. Vous prenez l'histoire de l'aéroport de Nantes, il veut aussi faire un référendum. Ah oui, ben là, pourquoi il n'en fait pas ? Tout simplement parce qu'il pense, c'est lui qui calcule, qu'il n'a pas la majorité au Parlement, pas simplement du fait de l'opposition, une partie de la majorité ne vote pas. Donc il doit penser aussi que dans un référendum il perd, donc il est sûr de perdre, donc il passe en force. Écoutez, démocratiquement, ça me pose un problème. Le 49.3, que tous les politiques, quels qu'ils soient, dénoncent quand ils sont dans l'opposition.
François Hollande, en 2006, parlait de déni de démocratie. C'est une brutalité, disait-il. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils l'oublient complètement. Donc, démocratiquement, c'est quand même un sacré problème. C'est leur réponse à l'affaire Denis Baupin, accusé de harcèlement et d'agression sexuelle quelques semaines après la polémique autour de Michel Sapin, lui-même accusé de s'être permis un geste déplacé envers une journaliste. Un collectif d'élus, de militantes et de responsables de tous bords politiques a lancé un appel à lever l'omerta contre les violences sexuelles et le harcèlement dans le milieu politique. Yael Chambon. Après Denis Baupin, c'est Michel Sapin qui est appelé à s'expliquer. En janvier 2015, le ministre des Finances aurait fait claquer l'élastique de la culotte d'une journaliste. Il y a un ministre aujourd'hui qui est mis en cause, qui doit à tout le moins s'expliquer, présenter des excuses. Il faut faire le grand ménage. Il faut aller jusqu'au bout pour mettre fin à ce système. Un système d'omerta face au harcèlement et aux agressions sexuelles dans le monde politique. Depuis les révélations d'hier, les témoignages se multiplient et la parole des femmes se libère. Sur son compte Facebook, Aurore Berger, élue Les Républicains des Yvelines, dénonce une scène de la vie politique encore trop ordinaire. À son arrivée en réunion hier, 2 de ses collègues lui lancent « Quand je te vois, j'ai envie de te faire une Baupin. » Quand on voit Aurore, on a le bâton de Berger. Des paroles, des allusions qui doivent cesser, martèle la ministre de la Santé. Le harcèlement sexuel, c'est non. Les blagues graveleuses et les mains baladeuses, c'est non. La loi du silence règne depuis trop longtemps. Et la loi du silence, elle fait des dégâts. C'est pour briser ce silence, pour que l'impunité cesse, que le collectif Levons l'Omerta a lancé une pétition sur la plateforme change.org. Il a aussi publié une tribune dans Libération, signée par plus de 500 militants et élus, qui dénoncent le comportement de certains de leurs collègues. L'affaire Bettencourt, acte 2, le procès en appel s'est ouvert aujourd'hui à Bordeaux. 4 prévenus comparaissent pour abus de faiblesse. 1 an après leur condamnation en première instance, le photographe François-Marie Bagné, ancien confident de la milliardaire, son compagnon Martin Le Barrois d'Orgeval, Pascal Willem, ancien avocat de Liliane Bettencourt, et Patrice Bonduel, le notaire. Écoutez leurs avocats au micro de Christophe Deveau. À partir du moment où Liliane Bettencourt a été vulnérable, on le voit bien, les prévenus ont exploité cette vulnérabilité, se sont enrichis de façon colossale et considérable. Comment peut-on expliquer qu'au lendemain d'une hospitalisation, François-Marie Bagné se fait nommer bénéficiaire de contrats d'assurance vie à plus de 100 millions d'euros? On a abordé la volonté de Liliane Bettencourt, la volonté de ne pas poursuivre François-Marie Bagné, la volonté de trouver un accord avec sa fille, la volonté d'arrêter cette procédure, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en valeur pour expliquer les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, le tuteur de Liliane Bettencourt trahissait ses volontés qui n'ont jamais été de poursuivre François-Marie Bagné en justice ni de demander sa condamnation. Elle a au contraire tout fait pour le protéger de la vindicte de sa fille. Ce nouveau rebondissement politico-judiciaire au Brésil. Ce soir, le gouvernement saisit la Cour suprême pour annuler le processus de destitution de la présidente. Dilma Rousseff, on vous le rappelle, est accusée d'avoir maquillé des comptes publics pour favoriser sa réélection en 2014. Et cette image d'un sauvetage impressionnant aux États-Unis, à New York. 2 laveurs de carreaux ont eu la peur de leur vie. Ils se sont retrouvés coincés dans une nacelle qui menaçait de lâcher à tout moment. L'opération de secours aura duré une trentaine de minutes. Et à suivre, Ainsi va le monde, présenté par Vincent Hervouette. Très bonne soirée sur LCI. Envie de vacances ?